Salut tout le monde, c'est Wids, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Bien souvent, on sous-estime le travail qui est mis en place par la WWE ou les catcheurs pour réaliser semaine après semaine des choses exceptionnelles. Sur la chaîne, j'adore vous partager ces petits détails ou ces petits clins d'œil qu'on ne remarque pas forcément au premier abord mais qui sont essentiels. C'est précisément le sujet d'aujourd'hui puisque nous allons voir 5 secrets à la WWE. Numéro 5. On commence lors de Saturday Night Main Event le mois dernier. Le champion Cody Rhodes fera son entrée avec cette iconique version de la ceinture utilisée par la compagnie entre 1988 et 1998 et qui aura marqué certains des moments les plus légendaires. Cette même ceinture attisera la convoitise de Kevin Owens qui disputera donc un match contre le champion pour tenter de la récupérer. Malheureusement, après ce crossroads sur une chaise qu'il avait lui-même emmené, Kevin Owens va perdre le combat. Mais la soirée ne sera pas tout à fait terminée. Car mécontent du résultat, Owens attaquera l'American Nightmare avant de lui porter un sit-out piledriver, une prise normalement bannie. C'est là qu'un petit détail va apparaître sous nos yeux. Complètement KO au sol, Cody Rhodes va positionner ses doigts d'une façon bizarre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas une position naturelle. En fait, il venait tout juste de nous révéler un secret. En dehors de la WWE, il y a un autre catcheur assez connu du nom de Penta qui avec sa main représente aussi un 0 qu'il fait systématiquement avant de porter, comme par hasard, un sit-out piledriver. C'était pas un simple clin d'œil de Cody car au final, quelques jours plus tard à Raw, on aura ce clip officialisant clairement que le catcheur allait débarquer dans la compagnie prochainement. Ce geste discrètement effectué par le champion étant donc le premier des indices. Mais du coup, puisque Cody Rhodes adore glisser des secrets, j'en ai forcément un autre. Quelques jours plus tôt, lorsqu'il était sur le ring pour promouvoir son combat face à Kevin Owens, il va glisser cette phrase. If I learned anything from WrestleMania 39 and looking up at the lights for the 3-second tan, it was simple. I could look nowhere else but myself. C'est difficile de voir le secret, je vous remets le même moment mais avec les sous-titres en anglais, pas en français. If I learned anything from WrestleMania 39 and looking up at the lights for the 3-second tan, it was simple. I could look nowhere else but myself. Est-ce que vous l'avez? Écoutez bien les paroles de ce morceau qui vous est familier. Et oui, au milieu de sa promo, Cody va faire une référence précise aux paroles de la musique d'entrée de John Cena, qui fera sa dernière année sur les rings en 2025, nous confirmant encore plus la possibilité qu'il ait une histoire avec Cody à un moment. D'ailleurs, en parlant de la musique de John Cena, elle cache elle aussi des secrets. Prenons le début. Ce cri qu'on entend provient en fait du son NT Up de M.O.P. L'air principal, si iconique, c'est tiré d'un morceau de 1974. La fin de ce disque doit aussi vous être familière. Numéro 4. En juin dernier, un mystérieux catcheur fera son apparition pour sauver Solo Sikoa d'une posture inconfortable. Ce catcheur ne sortait pas de nulle part, il s'agissait de Jacob Fatu qui faisait officiellement ses débuts à la WWE. Pour comprendre qui il est, faut qu'on parle de la famille Anoa'i. Dans les années 1900, un couple formé par Amichuana Anoa'i et Toval Leoso Ripley aura 6 enfants. Parmi eux, Liti Anoa'i, un catcheur qui aura 5 enfants, l'un d'entre eux étant Roman Reigns. Jusque-là on suit. Mais l'une des sœurs de Liti Anoa'i aura parmi ses enfants les catcheurs Umaga, Rikishi et Samuel Fatu. Rikishi c'est le père de Solo Sikoa, Jey Uso et Jimmy Uso. Samuel Fatu c'est le père de Jacob Fatu. Aux yeux de Roman Reigns, Jacob Fatu est le fils de son cousin, tandis qu'aux yeux des Uso et de Solo Sikoa, Jacob Fatu c'est juste leur cousin. Mais en parallèle, Amichuana Anoa'i avait un ami, Fanene Anderson, avec qui il deviendra frère de sang, un lien spécial chez les Samoans. Fanene aura plusieurs enfants, dont notamment Rocky Johnson, le père de The Rock. Le lien avec tous les autres n'est donc pas biologique, mais symbolique. Compliqué, mais tout ça c'est pour dire une chose. Tous ces catcheurs sont de la même grande famille. Bon, du coup, Jacob Fatu a fait ses débuts en juin dernier pour sauver son cousin. Mais en réalité, on l'avait déjà vu à la WWE. Faut remonter 2 mois plus tôt, lors de WrestleMania 40, lorsque Cody Rhodes fera face à Roman Reigns pour tenter de récupérer sa ceinture, et qu'un peu avant on pourra voir notre Tribal Chief marcher en coulisses. Ceux qui ont l'œil auront remarqué un petit détail dans le fond. Aux côtés du champion marchera Jacob Fatu, alors complètement inconnu à cette époque. D'ailleurs, puisqu'on parle de la Bloodline, il était possible de savoir à l'avance que Solo Sikoa allait profiter de l'absence de Roman Reigns pour prendre le pouvoir. Si on remonte au Survivor Series de 2022, quel est le seul catcheur qui ne lève pas son doigt après la victoire symbolique de la Bloodline originelle? Solo. D'ailleurs, Roman Reigns semble lui-même le remarquer. Bon, en réalité, c'est juste une coïncidence, mais quand même, des années après, cette image a une symbolique toute particulière. Numéro 3.
Lors de SummerSlam en 2013, une longue rivalité va commencer lorsque Triple H portera lâchement un pedigree sur Daniel Bryan, permettant ensuite à Randy Orton d'enclencher sa mallette pour devenir le nouveau champion. Ça conduira à des mois de rivalité entre Daniel Bryan d'un côté contre l'autorité de Triple H de l'autre, avec évidemment WrestleMania 30 en avril 2014 et cette fameuse victoire mémorable du catcheur. Dans cette grande rivalité, les proches des concernés seront impliqués. Je pense à Payback en 2014, où Brie Bella, en couple avec Daniel Bryan, finira carrément par quitter la WWE avant de gifler Stephanie McMahon, la femme de Triple H. Ça nous amène un mois plus tard, lors de Money in the Bank, où Nikki Bella va inviter sa sœur Brie en coulisses. Stephanie interviendra alors pour rappeler qu'il était formellement interdit de ramener des gens sans autorisation en coulisses, traitant presque Brie Bella comme une inconnue et demandant ensuite à la sécurité d'intervenir pour l'escorter hors du bâtiment. Mais dans cette sécurité, justement, l'un des visages nous est familier. Si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que Damien Priest était l'un des agents chargés d'évacuer Brie Bella 4 ans avant ses débuts officiels dans la compagnie du côté d'NXT. Personne ne pouvait se douter que moins de 10 ans plus tard, il serait en train de dévaler la rampe de WrestleMania pour devenir champion. Les agents de sécurité, c'est quand même un sacré délire. En mai 2010, lors d'un épisode d'NXT, Daniel Bryan fera face à Michael Cole. On pourra découvrir Johnny Gargano déguisé en agent de sécurité des années avant la carrière qu'il aura ensuite et qui continue encore aujourd'hui. En parlant de Daniel Bryan, en février 2003, il a lui-même été aperçu dans un groupe d'arbitres et de sécurité en train de récupérer Brian Kendrick. En mars 2009 à Raw, Shane McMahon, Triple H et Vince McMahon interviendront pour confronter Randy Orton. Cette fois-ci, c'est le catcheur Keith Lee qu'on pourra apercevoir furtivement. Lui aussi va se faire connaître par la suite du côté d'NXT. En novembre 2006, la DX interviendra après un match. Parmi les gens de la sécurité, Sheamus, qui se prendra d'ailleurs un pedigree par Triple H. En août 2011, lorsque CM Punk voulait confronter Diesel, c'est LA Knight qui sera rapidement aperçu. 10 ans plus tard, en août 2021, Bron Breakker se fera attaquer par Samoa Joe, et d'ailleurs le même soir on a pu voir Trick Williams. MJF, qu'on connaît du côté de l'AEW, avait aussi escorté le catcheur et se fera pousser. En août 2006, lors d'un épisode de Raw, des policiers accompagneront Shane McMahon afin qu'il puisse contrôler Triple H et Shawn Michaels en toute sécurité. Dans le fond, vous aurez peut-être reconnu Cesaro, qui aura par la suite une belle carrière à la WWE, mais aussi le catcheur EC3, vous vous souvenez peut-être de lui également. La liste est vraiment longue et c'est plutôt drôle quand on y pense. On a eu Joe Hendry, qui sera en novembre 2014 l'avocat de Rusev, tout comme Tommaso Ciampa l'avait été pour Muhammad Hassan en juillet 2005. Numéro 2. Lors du show Halloween Havoc en 1997, Rey Mysterio disputera un match légendaire contre Eddie Guerrero. Aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des meilleurs de sa carrière, mais peu de gens savent que cette légendaire tenue violette cache un petit secret plutôt sympa. 6 mois avant ce match est né le fils de Rey Mysterio, un certain Dominique. Le catcheur masqué révélera au cours d'une émission qu'il avait inscrit son prénom sur cette tenue. C'est difficile de le voir car justement c'est volontairement camouflé dans les traits. Un petit easter egg qui me rappelle d'ailleurs un autre. Lors de WrestleMania 17 en 2001, le champion The Rock se retrouvera dans un match contre Stone Cold Steve Austin qui réussira à décrocher la victoire avec cette mémorable trahison lorsqu'il va serrer la main de Vince McMahon, son rival de toujours. Lors de WrestleMania 19, une revanche aura lieu entre les deux hommes et lors de son entrée, Stone Cold arborera une veste portant les initiales OMR pour One More Round qu'on peut traduire par une fois de plus, une petite référence au fait que ce soit leur second match dans le plus gros show de l'année qui sera cette fois-ci remporté par The Rock. Numéro 1. Puisqu'on parle de Stone Cold, savez-vous pourquoi il s'appelle Steve Austin ? Lors d'une interview en 2001, il expliquera qu'effectivement Steve Williams, c'était son vrai nom. Il a combattu avec au Texas au début de sa carrière. Mais lorsqu'il commencera à voyager, il se retrouvera dans un show avec un autre Steve Williams, le Dr. Death Steve Williams. Le promoteur n'appréciera pas que deux catcheurs aient un nom identique sur une même carte et demandera à Stone Cold de s'en trouver un en 15 minutes. 15 minutes plus tard, lorsqu'il reviendra, Stone Cold n'ayant toujours rien trouvé, il lui donnera le nom Steve Austin. C'est resté, et au final, cette simple décision suivra la légende par la suite. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. On se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Weeds, bye tout le monde. C'est l'enfer dans la cage. Trop la haine, elle dit qu'elle me reconnaît plus. L'enfer de la cage, c'est épuisant. Elle fait mal, j'ai fait qu'ignorer ça et plus.